Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous pencher dans vos assiettes. Plus de 60 ans d'histoire de la table en France avec Jean-Louis André qui a été reporter entre autres pour le magazine Saveur. Il publie Dis-moi ce que tu manges aux éditions Odile Jacob. Jean-Louis André est notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Jean-Louis André. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre livre Dis-moi ce que tu manges. Et on sous-entend bien entendu la phrase qui vient après, je te dirai qui tu es. Un livre qui nous raconte notre rapport à l'assiette, nous Français, sur plus de 60 ans d'histoire. L'agroalimentaire, les hypermarchés dans les années 60 qui arrivent, etc., etc. Et notre inquiétude face à la nourriture aujourd'hui. On va y revenir, on va voir que c'est une histoire très politique, très sociale et aussi très humaine. Et on a un rapport, nous Français, à la nourriture qui est très sensible, poétique. Mais avant ça, parlons de lieu où on est. On est à Nancy. Vous êtes nancien depuis quelques années, donc vous commencez à bien connaître la ville. On est au parc de la Pépinière. Est-ce que c'est un endroit où vous venez? Est-ce que vous aimez vous promener, marcher? Moi j'adore cet endroit. J'y suis, j'habite à 40 mètres, 100 mètres de ce parc. Donc c'est mon jardin public et privé à la fois. Et quand j'ai un fils qui a 4 ans, et quand mon fils est né, on était là jusqu'à 10h le soir parce qu'il pleurait, qu'on faisait des tours de la pépinière pour qu'il soit... Donc voilà, c'est la campagne aux portes de la maison, mais en même temps c'est pas la campagne et c'est ça que j'adore, c'est un parc, Oui, c'est pas parc la campagne. dans lequel les parcs et jardins ont mis un jardin potager Oui. partagé. Alors ça, c'est une nouvelle tendance, évidemment. C'est l'idée que l'on se réapproprie la terre, que l'on se rapproche de la production de cette terre nourricière, qu'on essaie de la retrouver après l'avoir perdue dans un long détour qui a duré 60 ans. C'est ça. Et ça y est, on est au cœur de votre livre. Vous êtes reporter, documentaire. Vous avez beaucoup écrit sur l'architecture, mais aussi sur notre rapport à l'assiette, notamment la collection Saveur, enfin le journal, le magazine Saveur. Et ce livre, plus sérieux qu'on le croit, où vous revenez effectivement sur plus de 60 ans d'histoire de ce qu'on mange en France. Quelle est la raison de ce livre? D'où est-il parti? Est-ce que ce sont les 2 années Covid qui vous ont fait vous pencher sur la question? Non, absolument pas. Non, ça c'est vraiment l'aboutissement d'une recherche et d'une curiosité que j'ai dans la vie depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire voilà. Et puis c'est aussi une réflexion, donc, comme vous l'avez dit, je m'intéresse à la fois à l'architecture et à la cuisine. Et ces deux domaines sont 2 manières, 2 portes d'entrée très efficaces pour rentrer dans l'intimité des gens et pour raconter l'évolution d'une société. Et c'est ce qu'on dit notre patrimoine finalement. La nourriture en France, ça fait partie du patrimoine français. Oui, et du patrimoine, et c'est surtout que ça nous propulse dans à la fois une intimité, parce que évidemment quand on vous dit viens manger à la maison, bon, on a compris, ça y est, on fait partie des invités, mais au-delà de ça, c'est aussi une manière d'aller chez les gens et de rencontrer le collectif. Donc c'est à la fois très intime et ça nous relie tout de suite au collectif. Dans la préface, vous dites ce livre est né d'un désir de retrouver, loin des polémiques, les idéologies qui composent et recomposent depuis 70 ans notre assiette, de montrer au fond ce que manger veut dire. Peut-être cette simple question-là. Qu'est-ce que manger veut dire, Jean-Louis André? Ça raconte notre façon d'être aux autres, notre façon d'être à la nature, notre façon d'être à la ville. Ça raconte aussi, et ça c'est un thème qui parcourt tout le livre, ça raconte notre rapport aussi à la science et au progrès. Quand on est dans les années 60, la technologie, que ce soit la technologie, la chimie alimentaire, ou que ce soit l'électroménager, tout ça passe pour un progrès indéniable. Et ça l'est. J'aime bien dire que quand on mange un caprice des dieux,
si on peut faire un caprice à deux, c'est parce que c'est un caprice des dieux. Si c'est un coulommiers puant, ça marche moins bien. Donc, donc c'est cette idée qu'il y a une espèce de sécurité alimentaire. La science, c'est la sécurité, de praticité, une forme d'aseptisation des choses qui n'est pas désagréable dans une France qui pue et qui bouge. Et puis petit à petit, il y a les grandes peurs qui vont arriver, les grandes peurs alimentaires, les scandales, etc. Et là, la situation va s'inverser. Et on va arriver à une situation où on est en défiance totale par rapport à la nature et au progrès. Dans les années 80, comment on fait pour montrer ça? Les marques, tout d'un coup, s'habillent en terroir. Ça, c'est rigolo quand même. C'est-à-dire que vous avez Herta, le fabricant de jambon le plus industriel qui soit, qui fait une pub qui s'appelle où on voit un petit garçon qui va mettre un moulin dans la rivière. On se demande bien, et Herta, le slogan c'est Herta, le goût des choses simples. On se demande bien pourquoi. Enfin voilà. Et voilà, ça c'est une première manière de montrer cette défiance par rapport à la science et au progrès. Et aujourd'hui, alors tout le monde se déguise en local, terroir, etc. Oui, c'est ça, le circuit court. Hein, voilà, tout le local, le terroir, le circuit court. On sait aussi qu'on a une fascination pour les grands chefs. Ça, c'est aussi depuis quelques années. On reviendra sur les grands chefs. Il y a des émissions de télé, donc on a une fascination, nous Français, mais pas seulement la France d'ailleurs, pour la cuisine. Tout le monde a envie de cuisiner. On photographie sur Instagram, on met nos plats aussi. Donc il y a quelque chose de... Mais je voudrais revenir au départ. Parce que la première chose, c'est manger est une fête aussi. Et manger est lié à la victoire et à la reconstruction. Vous commencez votre livre avec l'après-guerre. Après la guerre, fini les tickets qui nous permettaient de manger. Les corps ont maigri. Et après la fête, on peut manger enfin comme on veut. On va reconstruire nos corps. En même temps, écrivez-vous qu'on va reconstruire le pays. Manger veut dire beaucoup de choses à ce moment-là. Manger veut dire beaucoup de choses. Alors évidemment, tout ça est un peu une illusion. C'est un peu, comme l'a dit Pierre Nora, c'est un peu le mythe de la France résistentialiste, gaulliste, réunie, etc. Évidemment qu'il y a des divisions qui continuent, elles sont économiques, elles sont politiques dans cette France. Mais on se rêve pays uni, qui aurait jamais collaboré, qui aurait fait la résistance en chœur, tout le monde aurait fait la résistance. Donc ça, c'est le grand mythe gaullien. Et finalement, la table des années 50-60, celle de Blier, celle de de Gabin, tous ces types, ces gars qui ont un beau ventre et qui en sont fiers, comme ça, de Lino Ventura, force de la nature. Lino Ventura, je ne sais plus qui dit, c'est une mâchoire, ce type. C'est un type, il est fait pour bouffer, quoi. Donc ils incarnent cette union retrouvée dans la nation et autour de la table. Donc on fait les grandes tables, on revient aux grandes tables d'avant-guerre, les banquets de communion, les trucs. Enfin, quand on lit les menus qui vont être les menus du France, ou quand on lit les menus des compagnies d'aviation, d'Air France, etc., c'est incroyable, quoi. D'abord, c'est très viandard, ça c'est clair. C'est très viandard. Ça c'est clair. Le vin, on n'en a pas peur. Il n'y a aucune allergie dont on parle, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'allergie. On n'a peur d'aucun aliment. D'aucun. Il y a même une espèce de, peut-être aussi, on mange des escargots, on mange des cuisses de grenouille, enfin, il y a un côté un peu, même pas peur, quoi, il y a un côté un peu, on se défie, mais ça arrive dans toutes les cultures. On parle souvent du serpent, manger un serpent à Hanoï, bon, ça m'est arrivé, c'est aussi parce que c'est une manière de montrer sa virilité et qu'on n'a pas peur, quoi. C'est bon le serpent? C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Poisson. Ouais, c'est ça, comme du poisson. Les choses ont changé, on voit bien, les allergies, les peurs, l'écologie, et puis les corps aussi. Il y a eu une espèce d'envie d'un corps aussi. C'est lié aussi à la nourriture, hein, un corps plus fin, musclé, etc. Mais j'ai l'impression quand même que les grandes tablées et la grande bouffe, comme on pourrait dire, c'est pas complètement perdu. J'ai l'impression qu'on navigue aujourd'hui entre ces deux mondes. De toute façon, le côté nostalgique et vintage de ces années-là est une des tendances, que ce soit en fringues ou que ce soit... c'est une des tendances de notre société. On a ça dans notre imaginaire. Donc il y a aussi cette nostalgie-là. Et puis, il y a quand même aussi une réflexion, une réaction qui est de dire on ne veut surtout pas ressembler à des Américains qui arrivent et qui regardent chacun de façon solitaire, toute la famille éclatée, qui fouille le nez dans le frigo et qui mange séparément. Non, on veut essayer quand même de conserver un repas qui nous rassemble. Et ça marche assez bien, et marche aussi bien
tout ce qui est aujourd'hui, on le voit, moi, j'étais encore la semaine dernière, il y a des fêtes de village, avec des grandes tablées, effectivement, et on adore ça quand il y a des grandes tablées façon ferme. Ouais, c'est sa façon ferme. Est-ce que la nourriture aussi, on voit très bien dans votre livre que l'émancipation des femmes est aussi passée par là. Il y a aussi une évolution pour la femme, je pense notamment au tupperware, etc. Et le rapport à la cuisine, alors c'est pas forcément que à ce qu'on mange, mais à la cuisine de la femme, c'est aussi quelque chose qui a évolué au fil des années. Alors le rapport, oui, bien sûr, la cuisine raconte tout ça, l'alimentation raconte tout ça. Le Tupperware, c'est intéressant parce que ça c'est la première fois, alors à la fois il y a le côté pratique de ça, mais c'est aussi la vente par les réunions Tupperware, quoi. Les femmes se réunissent entre elles et vont en vendre. Et c'est une manière de valoriser le circuit, le réseau social de la ménagère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le mari était là, en disant « Oh, va voir tes copines ». Mais non, mais tes copines, elles font vendre. Donc, c'est une espèce de changement et c'est pour ça que ça a bien marché aussi. C'était une manière de se... Alors, la place de la femme, oui, elle n'a pas cessé d'évoluer et elle raconte aussi la cuisine. Par exemple, les années 50, on ne se pose pas la question. Elle retourne au fourneau et c'est elle qui fait le repas et qui fait le bœuf bourguignon. Les années 60, elle commence à travailler à l'extérieur du foyer. Donc, elle a moins de temps à consacrer à la cuisine, elle travaille un peu plus, mais en même temps, il y a l'électroménager qui s'en mêle, qui dit « mais on va vous faciliter la tâche Oui. Moulinex libère la femme », dit Ventelet, J'adore. slogan, dans l'acronyme est quand même MLF quand même, Moulinex libère la femme, MLF. Donc ça, c'est les années 60, avec vont arriver les boîtes de conserve, enfin tout ce qui permet d'aller plus vite pour manger, pour préparer à manger. Les années 80 sont ambiguës, en fait plus personne ne fait la cuisine et c'est l'avènement des plats préparés, du congelé, enfin de tout ça. Et les années 2000, là, ça se complique, c'est-à-dire qu'à nouveau, la cuisine, pour toutes sortes de raisons, redevient à la mode, redevient un loisir, une activité qui valorise. Donc elle est prise par les hommes. Et du coup, les femmes reviennent aussi. C'est ça. Les femmes reviennent aussi. C'est-à-dire que ça devient très tendance, qu'on soit un homme ou une femme, de dire « j'adore faire la cuisine ». Mais on ne le dit plus en disant « je passe mon temps dans la cuisine ». Depuis quand les hommes cuisinent? Est-ce que c'est justement avec... Je parlais des chefs, on a une fascination pour les chefs ont commencé à se faire connaître. Il y a eu des grands chefs, trois gros entre autres. Est-ce que c'est à ce moment-là que les hommes, à la maison aussi, se sont mis à cuisiner? Oui, je pense que la fascination des chefs a fait évoluer l'image. Alors d'ailleurs la place des hommes dans la cuisine est assez amusante. Effectivement, pourquoi? Alors la question c'est pourquoi les grands chefs sont des hommes et pas les femmes. Il y en a quelques-unes quand même. On en a eu une d'ailleurs à Nancy. Etc. Oui. Donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est que font les hommes en matière de nourriture? Ils ne sont pas totalement absents traditionnellement et dans toutes les cultures. C'est les hommes, c'est les seigneurs du feu. Donc ils font le barbecue. Donc c'est eux qui se lèvent et qui font rôtir la saucisse directement à la avec flamme. Le verre de parce que rosé ça, à c'est côté. valorisant. Il y a un côté, regarde, je maîtrise le feu. Ouais. Et ça, depuis les hommes des cavernes, je crois que c'est le cas. C'est une fierté masculine. Voilà, donc ça, Et puis petit à petit, ça s'inverse. Alors, ça s'inverse tout simplement parce que la cuisine, pour toutes sortes de raisons, devient la marque d'un loisir créatif, une manière de dire, moi, quand j'ai du temps, je ne fais pas rien. Non, je ne fais pas rien. Je fais de la cuisine. Et en faisant la cuisine, je fais plaisir à mes amis, je rassemble ma famille, je m'exprime aussi, moi, je fais quelque chose de plus en plus personnel. Donc ça devient très branché. Alors après, si on est dans ce thème-là, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, si on est dans un thème un peu genré comme ça, on peut dire aussi que les hommes sommés de s'intéresser au ménage d'un peu plus près, on peut être récupérer la partie la plus gratifiante des tâches ménagères. Oui. C'est-à-dire c'est plus intéressant de faire la cuisine que de repasser. Que de repasser, effectivement, ou de faire d'autres choses. Pour revenir sur les femmes, alors, il y a des anecdotes, il y a aussi des choses qui... C'est ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre, parce qu'il y a aussi un rapport aussi à l'humain et à quelques personnes. Et pour parler de la femme à la cuisine, il y a les fameuses fiches Elle, du magazine Elle, qu'on a toutes collectionnées. Et vous mentionnez Juliette Gréco qui répondait justement à une interview à Elle et qui disait que depuis toujours dans la cuisine, dans un placard bien au chaud, j'ai une belle boîte orange avec écrit Elle dessus, dans laquelle elle a donc ses fiches de cuisine. C'est fou. Juliette Gréco, la femme indépendante. Qu'on n'imagine pas du tout dans la cuisine. C'est incroyable quand même.
Voilà, ça c'est... Ben oui, les fiches L, elles ont changé. Alors il y a un très beau texte de Roland Barthes, évidemment, dans les mythologies sur les fiches L. Et puis il y a... oui, c'est assez amusant ce que dit Barthes sur les fiches L. Il dit c'est une cuisine nappée, glacée, spectaculaire au fond. Et c'est pour séduire les classes les plus populaires. Parce que si on allait dans du plus haut de gamme, il n'y aurait pas le nappage et le glaçage. On aurait la vraie matière. C'est amusant. Ça serait amusant. Quand vous avez mis du temps, vous collectionnez des interviews comme ça? Est-ce qu'à chaque fois que vous entendez quelque chose, ou là il y a eu un vrai travail de recherche, il y a eu un vrai ouais. travail de recherche, mais toujours motivé, initié par ma mémoire. C'est-à-dire que tout part de souvenirs, d'impressions. J'ai une assez bonne mémoire et ça fait 30 ans que je me promène dans le monde et en France pour écouter des gens qui font la cuisine ou qui font les produits qui permettent de faire la cuisine. Quel est votre rapport plus personnel à la nourriture? Est-ce que vous faites partie de ceux qui se mettent derrière les fourneaux? Quelles sont les choses que vous ont apporté vos parents? Qu'est-ce qu'on mangeait chez vous? Il y a toujours, j'imagine, c'est comme quand on parle avec les grands chefs, beaucoup de chefs ont un rapport avec leur mère ou leur grand-mère qui leur ont inculqué la cuisine, par exemple. Alors ma grand-mère, oui, la cuisine sur la cuisinière, effectivement la cuisinière à charbon dans un appartement à Marseille. Ma mère qui a fait une cuisine naturellement provençale et excellente. Et tout ça crée effectivement une espèce de substrat qu'on a inconscient de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ou plus au-delà de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, de ce qui raconte quelque chose ou de ce qui ne le raconte pas. J'ai une belle anecdote sur ça. Un jour, je tourne un documentaire avec Gérald Paseda. Gérald Paseda, 3 étoiles Michelin, le Petit Nice à Marseille, grand chef. Bon. Et puis, voilà, le tournage se passait pas très bien, ça patinait un peu. Et puis, il me dit, venez manger ce midi. Donc, je suis pas de très bonne humeur. Et en même temps, on mange là. Et là, tout d'un coup, il m'apporte des petits poissons, des girelles, ça s'appelle, petits poissons de roche marseillais. Et me monte les larmes aux yeux parce que, tout d'un coup, ces girelles me rappellent les parties de pêche quand je suis enfant, quand on est avec mes parents, etc. Et puis, la soupe de poisson ou la girelle, mais... Ma mère n'a jamais fait les girelles comme ça, mais c'est une espèce, un grand chef, c'est celui qui réveille en vous des saveurs que vous avez presque archétypales de l'enfance. Et tout d'un coup, alors j'avais jamais mangé des girelles comme ça, mais c'était le goût que confusément, c'était la saveur que confusément, l'idée que je me faisais confusément de la saveur de la girelle. Est-ce que c'est pas ça manger finalement? Est-ce que c'est pas ça finalement quand on se met à table, quand on mange dans les règles de l'art? Je ne parle pas du sandwich qu'on mange au bureau à midi, mais est-ce que se mettre à table n'est pas ce travail justement, en tout cas, est-ce que ça ne fait pas fonctionner notre mémoire collective et intime? Sans se mettre à table cérémonieusement, il suffit de manger une madeleine, ça marche aussi. Hein. Ah c'est assez clair. Et la fameuse madeleine de Proust et des souvenirs qu'on peut avoir, ou un bonbon qu'on va retrouver, ou un gâteau qu'on va retrouver quelque part. Et qui dépasse le diététiquement correct ou incorrect. La fraise tagada, tout le monde est content en mangeant. Sauf que là, en vous écoutant et en vous lisant, on peut s'inquiéter un peu de l'avenir justement de nos assiettes ou pas du tout, parce que donc on a vu l'agroalimentaire, les hypermarchés qui sont arrivés. Aujourd'hui, on retourne vers le local, le terroir, donc on a le sentiment qu'on retourne vers ce qu'on recherche. Mais quel est l'avenir? Je crois qu'on peut s'inquiéter de l'avenir de notre société, mais pas de nos assiettes. C'est-à-dire que ce que ça raconte, encore une fois, c'est effectivement la quête du bio, du local, de l'éthique, récupérée et mise en scène aujourd'hui par l'agroalimentaire. Ça, c'est un peu On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul paquet aujourd'hui. Là, il y a des gens qui mangent, qui prennent un petit déjeuner, ils regardent, hop, il n'y a pas une boîte de céréales sur lequel il n'est pas marqué que c'est très sain, que c'est un monsieur qui vit dans son moulin, qui les a fabriqués, il est photographié, il y a le petit producteur qui est à côté. Alors, on est dans l'industrie pure et simple. Donc, voilà. Grosso modo, je pense quand même qu'on mange mieux aujourd'hui que ce qu'on mangeait il y a 20 ans. Ça, j'en suis très fortement convaincu. On mange plus sainement. On mange moins. On mange moins, plus équilibré. Et même dans les saveurs, dans certains domaines, le vin, on sait pas manger, mais c'est boire, mais le vin est beaucoup plus net, les saveurs sont beaucoup plus tranchées, on arrive à faire des séparations de terroirs. Pareil pour le fromage, on ne mélange plus les fromages, enfin, c'est très clair aujourd'hui, il y a des AOP partout, enfin, voilà, donc il y a quand même plein. Le fast-food aujourd'hui, vous avez une offre de fast-food
Bien sûr, Oui, il y a qui est bien McDo. meilleur Il y en a. qu'avant. Mais oui, moi je me rappelle quand j'avais 18 ans sur la Canebière, on descendait à Marseille, on mangeait, on avait le Mimosa, c'était un pauvre hamburger avant Ouais, McDo, c'était du fromage, machin, c'était bon, mais tous les jours on mangeait ça, quoi, il n'y avait rien d'autre. ouais. Aujourd'hui, vous pouvez manger chinois, enfin, il y a des sushis, enfin, il y a tout. Ouais, c'est ça, il y a tout. Alors ça aussi, c'est devenu complètement universel, ça a passé les frontières, il y a des restaurants japonais, chinois partout. Est-ce qu'il y a des restaurants français partout dans le monde? Est-ce que la cuisine française est toujours aussi bien représentée ou pas tant que ça? Aussi bien ou trop bien représenté, c'est-à-dire que la cuisine française s'est donné une image de cuisine haut de gamme. Et très peu, par exemple, elle rate un peu son côté, pour l'instant, ça va s'arranger, mais elle rate son côté populaire, son aspect populaire. Mais même chez nous, il n'y a pas de fast-food, ou très peu, si, Made in France ici à Nancy, mais il y a très peu de fast-food français qui mettent en scène la cuisine française. J'en connais un à Marseille, il y a un type qui vient de se lancer, qui fait pain à l'ail et il met la bouillabaisse et il met de la bouillabaisse dans les sandwichs. Oui, c'est ça, il y a quoi? C'est cette cuisine française, c'est cette tradition La française cuisine qu'on a un peu traditionnelle n'a pas oubliée, quoi. réussi à devenir une cuisine populaire qui s'exporte. En revanche, les restaurants français partout dans le monde, ce sont les restaurants haut de gamme. Et la cuisine française reste un symbole de haut de gamme. Je pense que si l'informatique parle anglais, la cuisine, elle, internationale, parle français encore. Un consommé, enfin, Qu'est-ce qu'il est beau, les mots utilisés pour la cuisine sont magnifiques. oui, avec des modes là aussi qui sont très rigolotes. Il y avait vous vous souvenez sûrement quand il y avait sur les cartes, on avait forcément l'andouillette avec sa petite purée, avec le pronom possessif, avec l'adjectif possessif, sa petite purée comme ça de mousseline, machin. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Aujourd'hui, la carte, le style d'une carte, le vocabulaire d'une carte va plutôt faire appel aux petits producteurs, c'est-à-dire avec l'andouillette produite par Monsieur Charcelet à tel endroit, les pommes de terre de Monsieur, voilà. Oui, c'est ça, ce que vous disiez, le local, Le terroir, local de et tout, avec, si on peut, on met avec même un la nom. photo du... Oui, c'est ça, du chef. Qu'est-ce que vous a appris ce livre finalement? Dis-moi ce que tu manges. Dans votre travail de recherche, on voit bien que l'histoire, notamment vous le disiez, est liée à la technologie, à l'agroalimentaire, etc. Qu'est-ce que ça vous a le plus appris, vous, et quelles leçons vous en tirez de ce livre? Qu'il faut se méfier un peu des passions, des passions tristes. Il faut se méfier de la peur, il faut se méfier des appréhensions, de ses goûts, de ses dégoûts, de ses anathèmes aussi. Et considérer qu'au regard de l'histoire, il y a une vraie évolution de tout ça, qu'il y a des raisons et qu'il n'y a pas d'horizon indépassable. Chaque époque invente son horizon indépassable. Lorsqu'on invente le progrès, on dit ça y est, on ne fera jamais mieux. Aujourd'hui, on invente l'éthico-bio local et on se dit on ne fera jamais mieux. Ben si, on fera mieux, mais je ne sais pas quoi. C'est toute une histoire finalement de la société française que vous nous racontez. C'est aussi, je trouve, un livre qui nous fait nous rappeler nous-mêmes nos souvenirs. Moi, je vous lisais, et c'est certaines marques que vous citiez, le rapport, je voyais des choses, moi, dans ma propre cuisine avec ma mère, et des choses comme ça. Donc c'est aussi un livre qui ravive, c'est aussi presque une Madeleine, ce livre-là. Exactement. Et je l'ai écrit un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup les Je me souviens de Pérec. Donc voilà, c'était dans cette optique-là. Et le plus beau compliment, c'est une dame à Marseille qui me dit ah, je lis ton livre. Et alors, c'est très, très beau parce que j'ai l'impression de retrouver tous les goûts de mon enfance. Alors qu'il n'y a pas une seule recette dans ce livre. Mais justement, voilà, c'est bien la preuve qu'un goût, c'est pas simplement un goût, mais c'est un contexte. C'est toute une histoire qui va avec, c'est une époque. C'est une autre histoire que vous racontez finalement. Ce que je disais, la nourriture, c'est l'histoire collective et c'est l'histoire intime. Les deux se retrouvent grâce à ce livre-là. 2-3 dernières questions plus personnelles du coup, puisqu'on parle de nourriture. Oui. Quel est votre fromage préféré, Jean-Louis André? Oh là, le fromage préféré. À moins que vous soyez est-ce que vous êtes plutôt fromage ou dessert? J'adore les fromages. Moi, je mange beaucoup de fromages. Je sais un peu tous, quand même, donc c'est un peu difficile. Mais justement, qu'est-ce que Marseillais d'origine corse, donc moi, c'est les fromages préférés. C'est ceux que je mange l'été dans le village à Conquis, dans le Cap Corse, et qui sont des fromages corses. Marseillais d'origine corse qui vit en Lorraine. C'est plutôt 3 régions où la nourriture est extrêmement importante et très, comment dire, très protégé, on est très chauvin, on est très fiers de ce qu'on fait. C'est vrai, ces 3 régions-là. En Lorraine, vous avez découvert quoi chez nous et que vous aimez manger? Bien sûr, ne me dites pas la quiche lorraine, ce sera trop facile. Mais quels sont
les choses ou la façon qu'on a, nous, notre rapport à la Fromage, nourriture non, le ici. Munster, moi, Ouais. le Munster frais, Ouais. qui était, enfin, ça a un nom que j'oublie tout le temps, mais cette espèce de fromage frais qu'on mange dans les Bien fermes blanc, auberges, comme ça, qui bien est à épais. l'origine d'ailleurs de Ouais. l'histoire des fermes auberges dans les Vosges. Moi, je trouve ça génial quand même. C'est une manière qu'on mange avec une espèce de petite confiture comme ça. C'est très très bon. J'adore ça. Confiture de myrtille, les De brins belles. myrtille, de Hein. myrtille Et et un de bon mirabelle. verre de vin de Touille. La Mirabelle. La Mirabelle, je Ah. trouve ça passionnant parce que c'est effectivement une espèce de... J'aime le cérémonial qu'il y a autour de ça quand on part au Mirabelle, quand on secoue l'arbre, etc. Et puis cette saveur qu'on va retrouver tout au long de l'année par les confitures, par les Mirabelles congelées qu'on ressort pour faire des tartes. Voilà, Et j'adore ça. quelle est votre saison préférée en termes justement de Alors, nourriture? Est-ce que c'est l'été pour faire le barbecue comme tous les, Non, non, je suis pas très. Non, non, je les suis pas hommes très qui font barbecue. le feu? Non, c'est le printemps quand même. C'est le Ouais. printemps et ici. Alors la saison, ça dépend. Quand je suis à Marseille, moi j'adore l'été parce que j'adore avoir chaud, parce que j'adore en termes de nourriture, les tomates, cueillir les tomates, les courgettes qui poussent en 2 jours. Ici, j'adore le printemps. Non, ici, j'adore le printemps parce qu'il est un peu tardif comme ça et quand il arrive, c'est une espèce d'explosion. Boum, on se croirait sous les tropiques là, surtout aujourd'hui. On se croirait une espèce de luxuriance et tout pousse en même temps, tout arrive et j'aime beaucoup cette richesse-là, cette Et force. quand on vient chez vous, si vous vous mettez derrière les fourneaux, qu'est-ce que vous préparez à vos invités, Jean-Louis André? Qu'est-ce que je prépare? J'adore, si j'ai le temps, j'adore préparer des petits farcis quand même, des petits farcis, c'est-à-dire parce que moi je suis pas végétarien, mais en même temps je trouve qu'on peut manger moins de viande et surtout qu'on peut, moi j'ai besoin qu'il y ait de la viande un peu partout, mais pas beaucoup. Voilà, et j'adore la cuisine chinoise pour ça. Et les petits farcis c'est intéressant parce que quand on les fait vraiment dans la tradition méditerranéenne, niçoise ou marseillaise, on y met des blettes, des courgettes, donc c'est une espèce de farce. C'est pas la chair à saucisse qu'on balance comme ça dans le légume. C'est une farce retravaillée essentiellement à base de légumes et un peu de viande. Vous êtes un vrai passionné. Je vous écoute, vous pourriez, quand ça concerne notre assiette et la nourriture, vous pourriez parler des heures. C'est gentil. Merci beaucoup à vous. Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment. Merci à vous.